Oh, Bonsoir le conquérant. oui, bonsoir, chef éclaireur. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va extrêmement bien. La soirée se passe bien, j'espère. Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Oui, ça va. Dieu merci. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amin Arabi. Alors, je vous remercie beaucoup de me donner la parole. Je vais intervenir relativement à l'actualité qui tourne autour du fainéant de Laurent Gbagbo. Et puis, en deuxième position, je vais aborder la question de la gare internationale d'Abou à Nouakchott. Alors, il faut dire que ces jours-ci, avec l'actualité, un certain Laurent Gbagbo tente de renaître de ses cendres. Mais à vrai dire, à travers sa stratégie de manipulation, les uns et les autres vont tout de suite comprendre. Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche la révolte de la jeunesse. Donc, ce qu'il est en train de faire, il passe tout simplement par plusieurs types d'instrumentalisation pour amener les uns et les autres à se révolter. Malheureusement pour lui, au cours de son intervention avec les différents jeunes, vous allez vous rendre compte que les questions qui ont été posées sont restées sans réponse. L'homme même parle d'ajouter 10 francs CFA sur les boîtes de sardines pour pouvoir réaliser certaines infrastructures. Bon, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un qui est assez conscient, il peut vraiment proposer ces genres de bidonneries? Vous allez vous rendre compte que l'homme, quelque part, il souffre d'une certaine démence notoire. Ça, c'est assez clair. Vous voyez des gens, il envoie sur les chaînes de télé pour venir traverser les faits. Quand un certain Kone Katina sort pour dire qu'à leur temps, les jeunes ne traversaient pas la Méditerranée, c'est pas vrai, c'est archi faux. L'immigration clandestine, elle est sous nos cieux depuis pratiquement plus de 2 décennies. Vous voyez, et au temps de Laurent Gbagbo, les gens sortaient, les gens passaient par la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, au parti, ça s'est passé. Oui, beaucoup même ont eu à fuir en son temps à cause de la guerre parce qu'il était en train de traquer les gens. Ça, c'est une réalité. Au temps de Laurent Gbagbo, tout boulot que la jeunesse avait à faire, c'était d'être gérant de cabine. Souvenez-vous très bien, des années 2002 pour remonter jusqu'à 2011, 2010-2011, je vous dis, le meilleur emploi en Côte d'Ivoire, c'était de gérer cabine allô. Personne ne me dira le contraire. Pour ceux qui ne voulaient pas faire ce boulot, ils allaient dans les agoras et parlements pour se faire mentir, pour se faire endoctriner et suivre bêtement Charles Blé Goudé. Voilà ce qui se faisait. Voilà ce à quoi la jeunesse était livrée. Ça, c'est une réalité qui est connue de tous. Lorsque Katina vient dire que les Ivoiriens aujourd'hui, ils sont nombreux, ils sont les deuxièmes à faire l'asile, à demander asile, mais ça, c'est pas vrai. C'est archi faux. C'est archi faux. Ce n'est même pas vrai quand on prend les chiffres. Les chiffres sont là, hein. Les chiffres sont là. Si les uns et les autres veulent, un instant, on va citer quelques chiffres, hein, parce qu'on a toujours dit, lorsque tu parles, il faut parler avec... On ne peut pas venir nous dire comme ça qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est deuxième demandeur d'asile
Ce n'est pas du tout vrai. Sous Laurent Gbagbo, il y avait pire que ça. Donc aujourd'hui, on ne peut vraiment pas traverser les faits. Lorsque vous prenez par exemple les chiffres qui sont sous mes yeux, un instant, hein, j'ai des chiffres ici que je vais vous donner vite fait sur l'immigration. Voilà. On dit, ici, vous avez les premiers pays pour les premières demandes d'asile en 2022. Les premiers pays pour les premières demandes d'asile en 2022. Nationalité, Afghanistan. En 2022, il y a eu 22 570 Afghans. En 2022, il y a 8 814 qui ont demandé asile. Cinquième pays, République démocratique du Congo. En 2022, il y a 6 734 Congolais qui ont demandé asile. Alors, voici les 5 premiers pays. La Côte d'Ivoire n'y figure pas. Vous voyez. Mais Katina vous dit qu'après l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays à demander asile. Bon, ça, ce n'est pas juste déjà. Maintenant, prenons même le cas du Maghreb, au Maghreb et en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu la dernière fois, nous avons dit ici qu'il y a plusieurs Africains de d'autres pays qui, aujourd'hui, utilisent la nationalité ivoirienne comme couverture pour non seulement avoir asile, la libre circulation, la liberté et aussi pour être en règle dans l'espace européen ou bien dans le Maghreb. Parce que ce sont des gens qui ont fait l'immigration clandestine, ce sont des gens qui ont quitté leur pays, ils veulent aller au Maghreb ou en Europe, ils passent par le Maghreb pour se retrouver en Europe, ne sachant pas quoi faire. Nous avons dénoncé le fait qu'ici, au Maghreb ou en Europe, il y avait des réseaux qui faisaient tout en complicité avec des gens en Côte d'Ivoire pour avoir le passeport, pour donner à des non-ivoiriens. Et je vais citer clairement les pays dont les ressortissants utilisent la nationalité ivoirienne comme en couverture. Il y a le Cameroun, il y a la République démocratique du Congo, il y a la Centrafrique, il y a le Tchad. En Afrique de l'Ouest, ici, il y a la Guinée, il y a le Mali, il y a le Burkina. C'est une réalité. Plusieurs Africains francophones de ces pays, d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, ils font mains et pieds pour utiliser la nationalité ivoirienne. Parce qu'une fois que tu as la nationalité ivoirienne en main au Maghreb ou en Europe, c'est comme tu as de l'or ou du diamant entre les mains. Là, tous tes problèmes sont résolus. Tu peux circuler librement. Tu peux te déplacer comme tu veux. Tu n'auras plus de problème. Surtout si tu demandes asile encore, il n'y aura plus de problème. Vous voyez, donc, plusieurs juristes ont épinglé beaucoup d'Africains comme ça. Des gens qui utilisent abusivement notre nationalité et malheureusement, il se trouve que bien des fois, ils ne font pas des choses catholiques. Ils font de mauvaises choses. Donc, c'est cela. Donc, il y a ce problème-là que nous avons eu à dénoncer auparavant ici, qu'il faut résoudre. Katina ne peut pas venir nous dire que la Côte d'Ivoire est classée deuxième après l'Afghanistan, ce n'est pas vrai. Fouillez bien en France, en Belgique, en Italie. Tous les Africains que vous voyez atterrir dans ces pays d'Europe, ou bien même au Maghreb, et qui demandent asile, qui vous fournissent des documents et qu'ils sont ivoiriens, fouillez très bien. Même il y a bien d'Africains qui meurent sur la Méditerranée. Parfois, on vient nous dire qu'ils sont ivoiriens.
Mais fouillez très bien. Récemment, même, le cas qui a été le plus flagrant, c'était lequel? Regardez très bien récemment quand il y a eu problème en Tunisie. Le gouvernement ivoirien a dit tous ceux qui sont ivoiriens et qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire, que nous sommes suffisamment prêts. Venez vous inscrire à l'ambassade ou bien dans les chancelleries ou bien au consulat. On va vous faire revenir en Côte d'Ivoire. Curieusement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont des documents ivoiriens en place en Tunisie là-bas. Et c'est en ce moment ils décident de prendre un bateau sur les eaux pour aller en Italie ou bien pour aller en Europe. C'est au moment où la Côte d'Ivoire dit à ses ressortissants rentrer, c'est en ce moment ces personnes qui ont des documents ivoiriens, ils décident, ou bien ces personnes qui se disent ivoiriennes, ces personnes qui se disent ivoiriennes, c'est en ce moment, elles décident de prendre les mauvais navires pour prendre les chemins à risque comme la Méditerranée pour aller en Italie. Et malheureusement, pour elles, elles sont mortes. Le bateau a chaviré, elles sont toutes mortes. Ces personnes-là sont toutes mortes. Et on nous a dit comme ça que parmi les victimes, il y avait une trentaine d'Ivoiriens. Mais ouvrons les yeux. Raisonnons un peu. Comment au moment où votre pays vous dit rentrer, c'est en ce moment, vous vous dites que vous êtes Ivoirien et vous prenez bateau pour aller mourir sur les eaux. On vous dit, on vous donne avion. Tu viens là, on va prendre toutes les informations sur toi. On va t'enregistrer, tout ce qui est comme information donnée, on prend tout pour savoir qui tu es. Et puis même quand tu viens au pays là, d'abord on va te donner frais d'installation et après il y aura accompagnement pour te trouver travail. Toi tu es en train de souffrir en Europe, non pas en Europe, en Tunisie. Tu te dis ivoirien, c'est en ce moment-là, tu décides de prendre la mer pour aller mourir. Soyons sérieux. Est-ce que ça là, on a besoin de réfléchir loin pour comprendre que c'est des gens qui ont fait spoliation des nationalités? On n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Et ces personnes sont nombreuses au Maghreb, en Europe. Elles se disent ivoiriennes, mais en réalité, elles ne le sont pas. Elles prennent notre nationalité pour pouvoir circuler librement, pour être couverts, pour ne pas être sans papier. Et malheureusement, ces personnes font de mauvaises choses. Hier, le ministre Touré Mamadou en a parlé. C'est une réalité de ce problème. Il faut que l'État ivoirien le résolve. On ne peut pas continuer à jeter les discrédits sur les Ivoiriens pendant que nous n'avons rien fait. Non, il faut que ça s'arrête. Donc, ce que Katina a dit, ce n'est pas vrai. Je viens de vous donner les chiffres des 5 premiers pays demandeurs d'asile en 2022. La Côte d'Ivoire n'y figure pas. Et malheureusement encore, les gens qui se disent ivoiriens et qui demandent asile, beaucoup ne le sont pas. Donc, ce chapitre, il est tourné. Donc, il faut que Katina et sa bande regardent ailleurs. Et quelqu'un comme Katina, l'argent qu'il a eu à voler, il faut qu'il nous dise où il a mis l'argent. Katina, il faut envoyer l'argent. C'est trop facile. Tu ne peux pas venir traverser les faits. Mentir de gauche à droite, non, ça ne peut pas se faire. Donc, comprenez qu'aujourd'hui, Katina Justin, Laurent Gbagbo sont tout simplement dans l'instrumentalisation. Ce sont des gens qui souffrent de démence. Des gens qui veulent à tout prix traverser les faits pour emmener les jeunes à se révolter. Il faut que la jeunesse ivoirienne se réveille. Il faut que la jeunesse ivoirienne se mette résolument sur le chemin du travail. Aujourd'hui, rien ne peut expliquer le fait qu'un jeune ivoirien va se lever pour passer par le Mali, aller passer par la Mauritanie, aller en Libye, faire immigration clandestine. Rien ne peut expliquer le fait qu'un jeune Ivoirien va encore se lever pour passer par le Burkina, le Niger, prendre le désert, aller en Libye ou bien en Tunisie et se retrouver sur la mer pour aller en Italie. Rien ne peut justifier cela. Et je vous le dis, pour faire l'immigration clandestine, il faut avoir au minimum 4 à 5 millions. Où gagne-t-il cet argent?
quelqu'un qui fait immigration clandestine, s'il n'a pas cet argent, il ne peut pas arriver à bon port. Ils disent que c'est difficile en Côte d'Ivoire, mais où il gagne cet argent? En Côte d'Ivoire, en ce moment, quoi qu'on dise, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup. Peut-être que c'est toi, tu vas dire, bon, cette opportunité-là, bon, moi, je ne veux pas. Ou bien telle autre opportunité, je ne veux pas parce que j'ai tel niveau d'études. Bon, je veux forcément un travail qui correspond à mon niveau d'études. Ça aussi, c'est un problème qui nous tue. Il faut qu'on apprenne à se réinventer. Le diplôme est très bon. Le diplôme est précieux. Le diplôme nous ouvre l'esprit. Il peut même nous permettre d'avoir un emploi confortable ou bien d'être à un haut poste dans l'administration publique. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus place comme au temps de l'indépendance. Aux premières heures des indépendances, même avec un BEPC, vous devenez un haut cadre dans la finance ou bien dans l'administration publique. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Des gens ont des masters, des diplômes d'ingénieurs, des doctorats, mais ce n'est pas évident pour eux. Oui, moi-même qui vous parle, je ne travaille pas dans le bureau. Voilà. Je ne travaille pas dans le bureau. Ouais. Donc, il faut que les uns et les autres apprennent maintenant à se réinventer. Aujourd'hui, on ne peut pas rester dans son confort et dire qu'on ne fait plus rien. Il faut qu'on apprenne. Moi-même, aujourd'hui, je dis, il faut que je descende. Il faut que je descende sur terre. C'est vrai, j'ai un diplôme. S'il faut prendre les clés comme un mécanicien pour démonter un moteur, pour réparer, il n'y a plus matière à débat, on va le faire. Donc, il ne faut plus qu'on se mette dans les logiques pour dire qu'on va trier emploi. Non, 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 non. Vous refusez de faire des boulots au pays. Curieusement, quand vous allez au Maghreb ou en Europe, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour devenir technicien de surface. C'est pour aller travailler dans le champ de tomates. C'est pour aller livrer pizza. C'est pour aller nettoyer les assiettes. C'est pour être gardien. C'est pour être vigile. C'est pour aller surveiller les maisons de retraite. C'est pour aller faire la garde des enfants. Avec les gros diplômes. C'est ce que vous faites au Maghreb, en Europe. Mais quand on vous dit au pays, par exemple, de prendre une clé pour démonter un moteur, ou bien d'apprendre la plomberie, la peinture, ou bien d'apprendre à réparer les machines, vous refusez. Ou bien d'aller au champ, vous refusez. Ou bien d'apprendre à faire la pêche moderne, l'aquaculture, vous refusez. Pourtant, quand vous vous retrouvez au Maghreb ou en Europe, vous faites la plonge, vous livrez les pizzas, vous livrez les colis, vous êtes gardien, vous êtes vigile, vous gardez les enfants, vous travaillez dans les maisons de retraite, voilà, ainsi de suite. Il n'y a que ces boulots-là que les Noirs et les Maghrébiens font à 95% des cas en Europe, quand bien même ils ont des grands diplômes. On se connaît. Je connais les réalités européennes, personne ne peut me tromper. Au Maghreb, c'est pire, hein? En Tunisie, là-bas, c'est pire. Pourquoi? Parce que en Tunisie même, les Tunisiens même refusent de faire les boulots à l'échelle sociale bas parce que c'est très mal payé. Là-bas, c'est pire. Oui, c'est une réalité. C'est très très mal payé. Donc eux, ils disent qu'ils ne font pas. Eux, ils préfèrent fuir aller en Europe. Donc quand vous vous retrouvez en tant qu'Africain en Tunisie, vous allez faire quoi? Vous faites ces choses, vous ne vous retrouvez jamais. La Côte d'Ivoire est une terre bénie. Il faut que la sensibilisation continue. L'immigration clandestine devra s'arrêter. La jeunesse doit apprendre à se réinventer, surtout à travers le ministère de la jeunesse et de l'emploi, à travers l'AGEFOP, à travers le FDFP. Il y a plusieurs structures qui peuvent encadrer les jeunes. Les métiers, nous avons toujours dit la mécanique, la menuiserie, la plomberie, l'électricité, la soudronnerie, la métallurgie, la soudure, la maçonnerie, la coiffure, la boulangerie, l'aquaculture, l'agriculture, la peinture. Voici des secteurs d'activité qui vont donner assez d'emplois aux Ivoiriens dans les années à venir. Donc, il faut moderniser. Il faut moderniser. Il faut améliorer. Il faut mettre un accent particulier sur ces emplois. Parce que quoi qu'il en soit, vous savez, moi j'ai eu la chance de faire un lycée technique.
Mais je peux vous dire, j'ai été au lycée technique de la seconde à la terminale. J'ai appris des choses que moi-même je n'ai pas connues lorsque j'ai fait les études supérieures. C'est-à-dire des bac plus 1 en bac plus 1. Vous voyez, les centres de formation professionnelle, les lycées techniques, les collèges d'enseignement technique, il faut mettre un accent particulier sur ces centres de formation pour que les jeunes arrivent à savoir faire quelque chose concrètement. Donc, il faut que la jeunesse ivoirienne arrête de rêver. L'Eldorado ne se trouve nulle part, c'est bien en Côte d'Ivoire. Donc, voici ce que je voudrais dire sur ce point. Laurent Gbagbo ne pourra pas instrumentaliser les jeunes ivoiriens en une heure présente. Non, ça ne va pas se passer. Il faut que cela soit suffisamment clair.